Très bien. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Bienvenue à- au webinaire du mois de mars des laboratoires nucléaires canadiens. Aujourd'hui, on va vous parler de la conception des réacteurs WR1 et le stockage de déchets sur les lieux. J'aimerais reconnaître le fait que je me trouve sur le territoire non cédé du peuple algonquin. J'aimerais également reconnaître les terres issues du traité 1 et traité 2. Finalement, le peuple métissait également le territoire sur lequel se trouve le réacteur au Manitoba. On me dit qu'il fait à peu près le même temps finalement dans l'Est et ici au Manitoba. On est content de voir le printemps arriver au Manitoba et ailleurs au pays. Alors, comme je viens de vous dire aujourd'hui, c'est un webinaire conjoint. On va comparer donc le réacteur WR1 et le NPD et on va vous dire pourquoi ils sont aptes à un stockage des déchets sur les lieux. On va commencer avec une présentation donnée par le WR1 et ensuite on va donc vous parler de l'installation NPD. Ensuite, il y aura une période de questions-réponses après. Et à la fin, on aura donc quelques questions à vous poser. Alors, restez là pendant toute notre activité aujourd'hui. J'aimerais vous présenter les présentateurs aujourd'hui. Donc, du projet NPD, nous avons donc Jeff Miller, il est gestionnaire des approbations réglementaires pour le WR1. Il travaille au laboratoire depuis 14 ans et il est maintenant responsable de l'achèvement de l'évaluation environnementale et la demande de permis. Alors, Mike English, qui se joigne à nous du projet NPD, il est gestionnaire d'installation au NPD. Il travaille au laboratoire depuis 20 ans. Il est responsable du maintien ou de l'entretien de l'installation. Il fait également partie de l'équipe d'ingénierie qui est responsable des aspects de conception de sécurité de l'installation de élimination des déchets NPD, Katie Shorter et des nôtres également de NPD et les gestionnaires des approbations réglementaires pour le projet NPD. Elle travaille au CNL depuis 11 ans et elle est responsable des évaluations environnementales également. Alors, on est également accompagné de Ouzar Wassif. Ouzar est ingénieur de projet dans le cadre du projet WR1. Il travaille au laboratoire depuis 2 ans maintenant. Et ensuite, Graham Porter, qui est de notre également aujourd'hui. Alors, il travaille auprès du projet NPD. Il travaille dans le domaine du déclassement. Il travaille au laboratoire depuis presque 20 ans maintenant. Alors, quelques aspects administratifs et techniques pour assurer le bon fonctionnement du webinaire aujourd'hui. Le webinaire est disponible en français et en anglais et vous pouvez donc écouter le français ou l'anglais en cliquant sur l'icône qui ressemble à un globe en bas de votre écran, en bas à droite en fait. Et ensuite, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez entendre le webinaire. Alors, la période de questions-réponses, alors il y a une icône questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran également. Vous pouvez taper votre question dans la case à tout moment pendant l'exposé ou pendant la période questions-réponses. Et moi, je vais faciliter vos questions et vous obtenir une réponse. Aujourd'hui, on va se tenir
à la portée, au sujet de ces deux présentations. Mais si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, on veut, on veut donc entendre vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions et on s'engage à vous revenir plus tard donc pour répondre à votre question. Et ensuite, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit après la présentation, ou si vous avez une demande d'éclaircissement, on est toujours disponible à irmstakeholder.cnl ou .ca ou whiteshellcommunications@cnl.ca. Alors, on a accès à ces deux adresses courriels et on va donc pouvoir vous obtenir une réponse à votre question ou vous obtenir un éclaircissement. Un dernier rappel, ce webinaire est enregistré. Tous les webinaires sont disponibles sur YouTube dans les deux langues officielles. Alors, si vous voulez donc regarder ou re-regarder ce webinaire, n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez également aller faire un tour sur notre canal YouTube. Alors, c'est donc tout pour l'introduction. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Jeff. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jeff Miller. Aujourd'hui, on va vous présenter la conception des réacteurs WR1 et NPD. Et on va vous parler de pourquoi on les a choisis pour une élimination sur les lieux. Alors, très rapidement, un aperçu des deux projets. Ensuite, on va parler de la construction et de la conception des réacteurs, une petite historique sur le fonctionnement et sur la construction. Je commencerai avec WR1 et Mike English va vous parler du NPT. Ensuite, on va vous parler de comment certaines des caractéristiques de la conception finalement étaient notre proposition pour l'élimination sur les lieux. Ensuite, une période de questions-réponses. Alors, pour commencer, les laboratoires vous présentent deux projets d'élimination. Tout d'abord, White Shell réacteur White Shell numéro 1 qui se trouve à Pinawa, au Manitoba. Ensuite, il y a l'NPD qui se trouve à Ralston, Ontario. Et Mike English va vous en parler aujourd'hui. Alors, le réacteur à White Shell a joué un rôle clé dans la génération d'électricité nucléaire au Canada et a fonctionné pendant 20 ans depuis le 1967. Alors, on l'a fermé en 1985 et est entretenu depuis. L'NPD était le premier réacteur nucléaire canadien et qui est devenu plus tard les réacteurs CANDU. En 1962, on a produit de l'électricité à même ce réacteur. Alors, on a également fermé le site pendant les années 80. Alors, WR1 était un réacteur de recherche et le NPD était un réacteur de démonstration. Les deux réacteurs ont été construits dans le socle rocheux. Alors, parlons un petit peu maintenant des éléments de conception. Je vais vous présenter le WR1 en premier. C'est donc un réacteur de tubes à pression verticale. Autour de ces tubes se trouvent les tubes de calandre. Alors, le WR1 était un réacteur de 60 MW et n'a jamais été utilisé pour la génération de l'électricité. Pourquoi c'était unique? C'était l'utilisation d'une combinaison d'un modérateur d'eau lourde et d'un élément de refroidissement à base de huile.
Alors, le réacteur réduisait les pressions nécessaires pour la génération d'électricité. Il y avait 55 tubes alors agencés dans une hexagone. Donc, il y avait 3 circuits. Donc, 18 de ces canaux allaient au circuit A et ainsi de suite. Chaque circuit avait donc sa propre pompe. Alors, il y avait et, également donc certaines installations pour permettre finalement les expériences dans le cœur du réacteur. Jusqu'à quatre de ces canaux ont été séparés des boucles principales pour pouvoir faire des expériences pour qu'on puisse contrôler le flux dans des conditions très précises. Alors, le WR1 a fonctionné en augmentant le niveau pour réduire le niveau de production et ainsi de suite. Alors, le WR1 n'avait pas donc une réalimentation finalement en fonction et devait être fermé. Ce n'était pas automatisé. Ça veut dire que les opérateurs devaient donc ouvrir les canaux pour un accès. À la fin de la mission du WR1, le réacteur a été fermé. Le réacteur est maintenant sous surveillance. Prochaine diapositive, Rachel. Alors, la construction du WR1 a commencé en 1963 quand on a fait une excavation jusqu'au socle rocheux à une profondeur de 60 pieds. Alors, c'est construit donc de béton armé. Avant de couler le béton, on a installé des installations finalement pour assurer le flux d'eau souterraine. Ensuite, on a rajouté la fondation principale, donc un socle de 3 pieds au niveau du sous-sol. Donc ça, c'est le niveau 100. Il y a 5 étages souterrains et il y a donc 100, 200, 300, 400, 500 et 600. Ça, c'est l'étage principal. Alors, le cœur se trouvait donc dans une salle finalement construite de béton armé. Alors, les murs extérieurs de l'installation avaient plusieurs profondeurs. Près de la surface, au niveau 500, les pieds avaient entre 1,5 et 2 pieds de profondeur. Mais plus bas, ça allait jusqu'à 4 pieds de profondeur. Alors, l'installation est conçue pour résister donc à la pression extérieure et là est assez solide pour supporter les centaines de milliers de livres d'équipement. C'est sur cette base en béton que nous avons installé le réacteur en haut à droite. Vous voyez donc les images de l'excavation. À gauche, vous voyez donc l'installation des murs. Et ensuite, à droite, enfin à gauche, à droite, vous voyez donc l'installation de l'armature en acier qui va contenir le réacteur. Prochaine diapositive. Alors, la plupart des composantes WR1 ont été fabriquées au site et ont été livrées au site. Plusieurs de ces éléments pesaient plus de 50 000 tonnes et on a dû donc utiliser des grues spéciales. Alors, la construction donc de la cheminée a été effectuée après l'installation du réacteur et le WR1 finalement est rentré en service
18 mois après le début de la construction. À gauche, vous voyez donc le calendrier qui est en train d'être construit. En haut, au milieu, on voit donc le calendrier qui est en train d'être installé. Au milieu, on voit l'installation des canaux de carburant qui sont placés dans le calendrier. Et en haut à droite, on voit tout l'échafaudage qui est nécessaire pour construire la cheminée. Et en bas à droite, on voit donc la salle de contrôle. Alors, c'est un aperçu donc de la construction et de la conception de WRA. Et maintenant, Mike English va vous parler du NPD. Mike English, bonjour à tous les participants qui participent à ce webinaire aujourd'hui. Le NPD a été conçu comme réacteur à pression à base d'eau, mais on a décidé finalement qu'on voulait changer la conception et le réacteur finalement est devenu les réacteurs Candu. Il y avait donc le niveau de puissance possible a été de 82 mégawatts. L'idée du réacteur, c'était que le refroidissement dans les tubes de pression, finalement, ont levé la chaleur du cœur. Ensuite, on créait de l'ampleur qui faisait tourner une turbine. Le concept imiter finalement les concepts qui existaient déjà. La seule différence, c'était de ne pas exiger la combustion de charbon pour chauffer l'eau pour en créer de la vapeur. L'utilisation des tubes à pression permettait également la réalimentation de carburant sur les lieux. Il y avait deux machines finalement qui entraient, qui sortaient finalement les combustibles des canaux. Prochaine diapositive, Rachel. On a commencé la construction en 1957 et vous voyez à gauche finalement toute la terre qui a été enlevée pour en arriver au socle rocheux et au milieu on voit donc l'excavation du socle rocheux. En bas on voit donc l'installation du béton à 80 pieds par-dessus le niveau de la terre. Et à droite, on voit donc la construction de la salle des machines. Ça vous donne une idée finalement de combien de béton on a utilisé. La voûte du réacteur se trouve derrière la partie milieu de la photo, de l'autre côté finalement de ce mur au milieu en béton. En bas, là, on voit un étage, un plancher en bois. Ça, c'est à la hauteur finalement des murs que vous voyez à droite. Suite à l'installation du béton, 8000 mètres cubes de béton ont été utilisés. Tout a été terminé. La construction par-dessus le sol a commencé. Donc, à gauche, on voit le côté sud avec le calendrier finalement qui est en train d'être installé. La structure en béton a été construite donc à niveau de 3 pieds par-dessus le niveau du sol. Suite à la construction, les autres éléments ont été installés, la calandre, les machines d'alimentation de carburant qu'on voit au milieu et le réacteur a été mis en service. En haut à droite, on voit le démarrage du réacteur au mois d'avril 1962 et en bas à droite, on voit donc l'élargissement, l'agrandissement du site. Et en 1987, beaucoup de ces bâtiments ont été démolis. Prochaine diapo.
pour WR1 et NPD, alors l'équipement est construit de métaux dont le carbone. Les systèmes dans chaque installation ont été décontaminés pendant les années 80 qui ont levé beaucoup de contamination en surface. Le reste de la radioactivité se trouve dans le matériel à cause de l'exposition à la radiation pendant l'activité du réacteur. L'acier inoxydable finalement ne rouille pas, mais le béton utilisé finalement il va être utilisé finalement pour ralentir le, la vitesse de corrosion. Alors, les taux de corrosion très, très faibles veut dire finalement que les fuites seront peu probables. Alors, prochaine diapositive maintenant. Pour contenir tous ces métaux, on va ajouter le coulis pour stabiliser les installations. Les installations seront protégées par la fondation et par les murs solides. La structure en béton va finalement contenir les matériaux contaminés. Alors, pour comparer, alors certains des déchets dans les réacteurs sont considérés être des déchets d'intensité moyenne. Prochaine diapositive. Les caractéristiques NPD, on a excavé jusqu'à une profondeur de 70 pieds. Alors, le processus finalement enlevé la surface du socle rocheux et a exposé donc une qualité rocheuse supérieure. Ça fait partie finalement du bouclier canadien. C'est une roche très ancienne et n'a pas bougé depuis des millénaires. La vallée d'Ottawa est connue pour son activité sismique, mais le risque aux déchets a été évalué et a été établi à un niveau acceptable. Les forages ont confirmé finalement que la porosité de la roche est très, très faible. C'est très important pour empêcher toute migration de matériel de l'installation parce que ça veut dire que même s'il y a des fuites, le mouvement des eaux souterraines très lentes va empêcher la contamination. Alors, les deux projets sont bien alignés. Pour ce qui est des caractéristiques, l'NPD WRN se trouve dans des régions géographiques très différentes pour WR1. Même si on n'a pas construit dans le socle rocheux, c'est quand même construit dans une terre qui est très solide. À Whiteshell, finalement, la direction du flux des eaux est vers le bas. Les eaux souterraines n'arrivent pas à la surface. Les terres finalement détournent l'eau de les souterraines finalement du site. L'infiltration des eaux finalement est très très lente. Ça prendrait donc 100 ans pour qu'une goutte d'eau se déplace du réacteur vers la rivière. Alors pour les deux projets, ce sont des installations robustes qui sont conçues pour appuyer le fonctionnement des réacteurs. Les installations en béton sont aptes à contenir les déchets
et ont des niveaux de protection très robustes également. Alors, ça termine notre présentation. Donc, on a aperçu des deux projets. Et maintenant, je vais céder la parole à nouveau à Mitch qui va faciliter ou animer notre période de questions-réponses. Merci, Jeff. Merci, Mike, de votre présentation. Alors, très bien. Maintenant, vous avez la possibilité de poser vos questions pour les deux équipes de projet. Alors, je vois qu'il y a des questions finalement qui sont posées. D'accord. Première question qu'on a reçue, comme suit. Quelles solutions de rechange ont été envisagées euh, enfin, au NPD et au WR1? Alors, je vais répondre à la question. Ensuite, je vais céder la parole à Katie Shorter, qui va ajouter un complément d'information. Eh bien, les solutions de rechange sont présentées dans l'évaluation environnementale. Alors, pour le WR1, on a envisagé donc une élimination sur place, l'enlèvement du réacteur, sinon donc un déclassement différé avant le démantèlement et ensuite une combinaison des deux. Donc on éliminerait, on enlèverait certaines composantes et on laisserait les autres sur place. Alors, cette analyse en profondeur est présentée dans nos documents qui sont disponibles à la population générale, mais le WRR1 et l'NPD, finalement, sont des installations sécuritaires. On l'a démontré, finalement, dans le cas de sécurité. C'est logique, finalement, de laisser les déchets sur place si on devait les enlever. Alors, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut trouver une réponse. Alors, quels sont les risques de fuite? Où est-ce qu'on va les stocker? Mais pour l'instant, on a démontré finalement que c'est mieux de les laisser où ils se trouvent. Katie, je vous cède la parole. Comme Jeff a dit, le NPD finalement a envisagé des solutions de rechange. Tout d'abord, on propose l'élimination sur les lieux, sur place. La deuxième solution de rechange serait d'enlever ou le démantèlement complet du réacteur, si vous voulez. Alors, troisième option serait donc un démantèlement partiel et ensuite une élimination sur place, un peu comme pour WR1. Dans ce cas-là, les déchets d'intensité intermédiaire seraient enlevés et stockés ailleurs temporairement. Et la dernière solution serait donc un stockage avec surveillance ou un déclassement différé. Donc, les mêmes possibilités qu'à WR1. On pense que l'élimination sur place est la bonne solution pour le réacteur NPD. D'accord. Merci, Jeff et Katie, pour vos réponses. Prochaine question. Vous avez, Jeff et Mike, vous en avez fait allusion dans votre présentation, les différences entre le NPD et la WR1 au Manitoba, parce que un est dans l'argile et l'autre est dans le roc. Est-ce que le NPD, c'est dans de la roche, mais la WR1, non. Est-ce que ça fait une différence aux barrières? Oui, je peux commencer. Oui, ça fait une différence aux barrières, mais pas au résultat de l'évaluation.
les deux produits sont semblables, mais le résultat est que par l'évaluation, on peut démontrer que les conditions à la fois pour NPD et WR1 sont propices à la sécurité à long terme, même s'il y a une différence dans la géologie dans le site. Bien. Prochaine question, alors, pour la WR1. Il y a-t-il, est-ce qu'on a songé à mettre d'autres types de déchets dans le design in situ? Autrement dit, à part ce qui est là maintenant, est-ce que vous songez à mettre autre chose là-dedans? Non. Notre proposition est seulement que ce soit les WR1, les déchets de là qui ne seraient pas là. On ne va transporter aucun déchet d'un site à l'autre. Il y a déjà de la gestion pour les autres endroits, mais c'est le WR1 qui n'en a pas. Alors, les sites où il y a déjà une gestion des déchets doivent suivre cette gestion des déchets. Et il n'y a pas de plan pour transporter les déchets d'un endroit à l'autre, en tout cas pas pour l'instant. Cette question a à voir avec l'approbation et est-ce qu'il y a une connexion entre ces deux projets? Je ne crois pas que ce soit le cas, mais je pose la question. Alors, la question est, que se passe-t-il s'il y a un projet qui est approuvé par la CCSN, mais pas l'autre? Il y aura-t-il des répercussions ou est-ce qu'il y a une connexion réglementaire entre ces deux projets? C'est peu probable que cela arrive. Ces deux projets ont les mêmes normes qui doivent être remplies sur la sécurité et autres. Nous devons montrer l'impact sur l'environnement que les déchets auront. Si un de ces projets satisfait tous les critères, probablement que l'autre va être. Et il y a aussi une intégration entre les deux projets et on peut proposer des preuves similaires pour montrer qu'on apprend les uns des autres. Par contre, si un projet était approuvé et l'autre pas, il va falloir comprendre pourquoi un l'a été et pas l'autre et faire une évaluation pour voir si on a besoin de changer quelque chose, ou changer de stratégie ou faire une nouvelle demande. Euh, on verrait ce qui se passerait si c'était le cas. Oui, je pense que ça vaut la peine de mentionner que la CCSN sont indépendants dans la réglementation et ce sont eux qui prennent les décisions irrespectivement de ce que veut dire chaque projet. Pour nous, nous savons que c'est l'agence de réglementation qui va évaluer chaque projet de façon indépendante. Mhm. La prochaine question ici. Est-ce que ces sites pourraient jamais se trouver dans une situation d'abandon? Et sinon, qui va s'occuper des restrictions de sites en perpétuité? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir deux sites pour maintenir ces restrictions à tout jamais? La WR1 et le NPD ont trois phases. La déclassification, une période de contrôle, et je crois que cette question met l'accent là-dessus, et le période de contrôle post-institutionnel. Alors, le NPD va garder cela pendant un minimum de 100 ans ou aussi longtemps que nécessaire.
À ce moment-là, ce sera à l'agence de réglementation de l'avenir pour voir s'ils vont continuer ou pas avec les contrôles institutionnels. Quant à la sécurité et aux restrictions, nos évaluations de sécurité pour NPD et WR1 ont modelé ce qui se passerait en cas de contamination et les installations et on fait une surveillance de ce qui se passe dans l'environnement sur une période de temps. Ces modèles nous prédisent que les doses au public sont bien en dessous les limites opérationnelles dérivées. Donc, cette évaluation nous permet de penser qu'à un moment donné, à l'avenir, il n'y aurait aucune demande de restriction de demander. Je vais maintenant donner le micro à Jeff parce qu'il existe des différences mineures avec la WR1. Peut-être qu'il a des détails à vous apporter. Oui, merci. Oui, la WR1 s'aligne beaucoup sur l'NPD. Et nous avons ce qu'on appelle de la sécurité passive, tandis que le contrôle institutionnel est important et c'est une barrière dans le système au complet pour empêcher l'intrusion et différentes choses si cela ne va pas comme notre plan l'avait prévu. Mais notre installation doit être passive pour être en sécurité. Il y a des cas de sécurité qui peuvent être établis, qui parlent de la période de 100 ans pour faire de la surveillance parce que ça nous prend, nous, 100 ans pour nous assurer que tout est mieux que ce qu'on avait prévu ou au moins tout aussi bon. Et c'est à ce moment-là qu'il y aurait peut-être une demande faite à la CCSN d'arrêter les contrôles et le monitoring de la surveillance parce qu'on sait que c'est assez sécuritaire et tant qu'on surveille la situation. Alors, minimum 100 ans pour continuer aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce qu'on ait une parfaite confiance en la situation. Très bien, merci. Merci de ces réponses. Nous avons 2 questions en plus. J'encourage tous ceux qui écoutent à nous envoyer des questions. Bon, d'accord. La prochaine question qui a à voir avec les installations telles qu'elles sont maintenant. Alors, si elles sont considérées comme étant sécuritaires, pourquoi, dans ce cas-là, les mettre dans un espèce de caveau à l'avenir? Je vais commencer et Jeff peut répondre après. Cette question est survenue au moment où Jeff répondait à la première question dans la queue aujourd'hui. Et la question avait à voir avec les réacteurs et est-ce qu'ils sont sécuritaires là où ils sont? Oui. Et Jeff essayait tout simplement de dire que le plan que nous avons proposé a démontré qu'elles sont sécuritaires maintenant plutôt que de les défaire et de les déménager ailleurs. Je pense qu'il y a 2 parties à ces questions ici. Ces réacteurs sont en parfaite sécurité. Ils sont dans un entrepôt surveillé et nous savons qu'il y a un monitoring, une surveillance de ces réacteurs. Et une des raisons pour lesquelles on peut passer à une stratégie de déclassement, c'est pour continuer ces activités. La proposition met les sites dans un état passif sécuritaire où il y a des activités et de l'entretien à des
structure, mais on sait que ce n'est pas obligé de continuer ce manque de structure. Jeff, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus. Merci, je crois que vos explications sont bonnes. Il faut stabiliser la situation à long terme pour que ce soit sécuritaire pendant des milliers d'années. Okay. Thanks, Jeff. Thanks, Katie. Merci, Jeff. Merci, Katie. The next is kind of a comment or La clarification. So, prochaine question est un peu un commentaire plus que autre chose, plus qu'une question. produce a discussion On veut produire une discussion, by commenting. So peut-être en what faisant un I commentaire. En tout cas, c'est une clarification sur l'abandon de l'installation. On dit, si le site ne peut pas être abandonné, dans ce cas-là, cela voudra dire que les contrôles institutionnels aussi devront être regardés à tout jamais et tout en sachant que le contrôle de l'institution en question n'est peut-être pas actif, mais peut-être seulement passif. Peut-être que vous voulez nous éclairer sur cette question-là, Jeff. Oui, je vais essayer de répondre à la question. On ne dit pas que les sites ne peuvent pas être abandonnés. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas une date fixe pour la journée où on les abandonnera. Et on ne pourra pas avoir notre proposition d'approuver si on ne montre pas comment elle sera sécuritaire, même si les contrôles institutionnels faillent à la tâche. Nous avons fait une prédiction comme quoi les installations continueront. Une partie, c'est la validation et la démonstration de prouver que l'installation fait ce qu'elle doit être faite. Et l'institution doit démontrer qu'elle peut faire ce qu'elle doit faire. Ils font partie de notre confiance, mais pas nécessairement s'il y a des exigences par rapport à l'évaluation. On pourrait avoir une situation où c'était abandonné et enfin, je ne sais pas, Katie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va. Je pense que, bon, on va passer, il y a d'autres questions encore. Okay. The next question has to do with the contaminants that La prochaine question a à voir avec les produits contaminants. Et par rapport à ce qui existe maintenant. Bon, la question est, quelle est la demi-vie pour les contaminants qui sont emmagasinés? Est-ce que l'on peut expliquer les différents types de modèles de décomposition, la détérioration? Bon, je ne sais pas où en est l'échéance de cette demi-vie et comment est-ce que la structure réagit à cela. Est-ce que ça vous aide ou pas? Merci. Mais je vais essayer de répondre. C'est un peu difficile d'expliquer c'est quoi la demi-vie de ces déchets, en fait, parce que ce n'est pas un seul produit qui contamine dont on parle, mais beaucoup plus. Certains éléments ont une demi-vie ou une demi-vie qui n'est pas très longue, mais d'autres en ont des beaucoup plus longues. Nous devons réitérer aussi que les déchets radioactifs, en fait, sont très faibles dans ces installations-là. Alors, c'est peut-être 13 à 14 becquerels.
Et ça, c'est en dessous de ce qui classifierait, déclencherait une classification de site type 1. Et après les premiers 100 ans, les niveaux baissent considérablement. Nous avons une date d'échéance. On regarde où sont ces déchets. On a un peu plus de 1000 ans. On verrait une grosse dose descendre, ce qui est beaucoup, beaucoup plus de ce que l'on discute maintenant. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus, Mitch. Merci, Graham. La prochaine question, c'est pour clarifier la question des permis et de l'abandon et les permis à abandonner. Si je me souviens bien, c'est quelqu'un qui dit, il se souvient bien des octrois de permis sur le site. Il existe 5 différents types de licences qui sont appliquées à toutes les installations nucléaires et la dernière est la licence pour abandonner. Et en clarifiant ce qui vient d'être dit par Jeff, est-ce que ça veut dire en fait que ces endroits n'auront jamais besoin de faire une demande d'abandon et on nous demande de justifier cela? Je ne sais pas si quelqu'un a envie de commencer cette discussion. Bonjour, Kitty, je vais répondre moi. Alors, la première, on a commencé avec des questions sur si oui ou non, on ne pourrait jamais abandonner ces installations. Ce commentaire est vraiment excellent et vous avez raison. En fait, une des licences qui existent, c'est la licence pour abandonner. Donc, il y a un processus réglementaire pour l'abandon d'un site. Et c'est ce qu'on essayait de dire, c'est que quand la période de contrôle institutionnel durerait un minimum de 100 ans, mais aussi longtemps, en fait, que c'est nécessaire au cas où il y aurait besoin d'une décision réglementaire pendant cette période réglementaire. Autrement dit, la fin du contrôle institutionnel veut dire que c'est un permis pour abandonner un site. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus, à moins que Jeff ait quelque chose à dire. Non, non, vous avez tout dit. Merci, c'est bien. Merci, Katie. Il y a une question de plus ici et on pourra commencer à conclure notre réunion. Alors maintenant, cette question a à voir avec les nucléides de courte durée. Alors, vu que ces installations ou ces facilités sont dans un stockage sécuritaire depuis plus de 30 ans, ces nucléides de courte durée sont-ils encore présents dans les installations? Bon, je vais répondre à ça. Et Katie et Bram peuvent répondre après et donner un point de vue NPD. Oui, oui, il y a le cobalt 60 qui existe dans les métaux à réacteurs, le trillium, l'hydrogène 3, qui est aussi présent dans tous les réacteurs nucléaires où il y a une présence d'eau lourde. Dans les WR1 et le NPD aussi ont de l'eau lourde. Et il y a des nucléides de courte durée qui sont différents, mais ils sont en train de baisser rapidement. Une chose à leur sujet comme le tritium, c'est que s'il existe des libérations non planifiées, ce seront ceux qui vont être contrôlés institutionnellement. Et donc, ils sont importants dans nos programmes de surveillance pour démontrer en fait que notre programme fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on peut surveiller quelque chose qui dure des milliers d'années?
et que vous avez seulement une période de 100 ans. Ce sont les nucléides de courte de durée qui vont nous donner les premiers indices pour voir si le programme fonctionne ou pas. All right. Bon, très bien. Thanks, Jeff. Merci, Jeff. Okay. Bon, So très that bien. wraps up Eh bien, the ça met Q&A. fin I know we have a à little bit of notre time left. séance We want to de get full questions-réponses. Il nous questions. reste So encore 8 minutes, donc on va everyone vous poser une for question de your sondage. questions. Those Merci were beaucoup tout le great monde d'avoir questions. posé des Hopefully questions. Elles étaient helped excellentes everyone. et j'espère que ça vous a aidé à I know clarifier Marco's getting up la the poll here. situation. So Donc, nous avons une question de sondage poll maintenant question is, et elle est how la would you suivante. assess this Comment webinar? évaluez-vous ce webinaire? And you have a Et vous selection avez le of good, choix excellent, entre excellent, bon, fair, or good. satisfaisant ou faible. So give you some time to Je vous donne quelques select. instants pour faire votre choix. All right. Well, thank you. Très bien. Thank you for that feedback. Merci d'avoir répondu. Mostly in the excellent or good. Et les réponses les plus populaires sont bonnes et excellentes. Très bien. And was that it for the Est-ce que c'était les seules questions de sondage qu'on avait à poll, poser à notre Marco? public? Double check. Was Je there vais one more vérifier. question? Non, c'était la seule question pour aujourd'hui. Merci, Okay, Mitch. excellent. Très bien. Well, thank you, everyone. Thank you to Eh our bien, merci tout le presenters, monde. Merci à nos conférenciers. and for those who helped with the Q&As, Et merci à also ceux qui nous ont aidés pendant la période des questions. for coming join us Et today. merci d'avoir été des nôtres à nos téléspectateurs qui ont posé des questions, qui ont vu la conférence. Ça a été extrêmement utile. Nous apprécions toujours le temps que vous nous consacrez. Nous sommes tous très occupés. Nous apprécions votre présence parmi nous aujourd'hui et le fait que vous ayez posé des questions. Ça nous aide beaucoup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez regarder ces conférences sur notre site web et ce sera disponible dans les 2 langues officielles, donc vous pourrez y avoir accès plus tard. Finalement, si vous avez des questions après, même des questions qui n'ont rien à voir avec ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours heureux de vous fournir des réponses et peut-être que cela nous amènera à vous faire un autre webinaire que on aimerait bien les faire mensuellement en fait. Alors nous vous encourageons à être des nôtres la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde et passez une excellente journée. Au revoir.